Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci d'être présent ce matin. Désolé pour les 2 petites minutes de retard, mais on est bien là. Ça y est. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser le chat pour me le confirmer. Parfait. Julien m'entend. On aimerait le voir aussi, Julien, mais voilà, je t'appelle après, Julien, pour régler le petit souci. Peut-être avant de débuter, simplement quelques rappels sur ce webinaire. Donc, bienvenue pour ce webinaire Mobilité durable, un levier pour décarboner le secteur hospitalier, un webinaire EcoDev, CITEC et le retour d'expérience du centre hospitalier de Valenciennes. Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la plateforme Livestorm, vous avez un onglet chat que vous pouvez utiliser pour discuter entre vous, avec nous si besoin, et un onglet questions que je vous invite à utiliser pour poser vos questions. Ça nous facilitera leur traitement pendant le webinaire et à l'issue du webinaire. Également, vous aurez accès dès la fin du webinaire au replay de celui-ci ainsi qu'au support de présentation. Donc voilà, vous pourrez également partager largement le webinaire sur vos réseaux. N'hésitez pas. Comme on a pris un peu de retard, je vais m'arrêter là tout de suite et je vais donner la parole à Yves pour débuter le webinaire et je vous retrouve à la fin. Bon webinaire à tous. Yves, je t'en prie. Merci beaucoup Thomas et bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, ce webinaire est organisé par Ecodev et CITEC et le centre hospitalier de Valenciennes nous fait le plaisir de venir témoigner du cas de figure dans lequel il se trouvait. Donc bienvenue et merci Julie qui est chargée de mission RSE au CH Valenciennes de participer. Vous aurez essentiellement des présentations sur les différents sujets par Julien, qui est expert sur les sujets de plan de mobilité au sein de CITEC, et Marty, qui est consultant mobilité durable chez Ecodev. Pour ma part, je suis le directeur régional sud d'Ecodev et je suis également le référent du lot uni achat sur le sujet de mobilité dont on va parler également. Donc, pour vous présenter en quelques mots qui nous sommes, Ecodev, c'est un cabinet de conseil. Je vais commencer par nous et je passerai la parole à Julien. Ecodev, c'est un cabinet de conseil qui travaille sur les enjeux RSE des entreprises. On existe depuis une quinzaine d'années et on est basé à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lille. Et on travaille sur des sujets qui sont liés à la RSE, donc les enjeux RSE des entreprises au sens large, des entreprises ou des organisations évidemment. Donc tout ce qui peut avoir trait à une politique RSE, une feuille de route, la valorisation des engagements, etc. On travaille beaucoup sur les enjeux climat, les bilans carbone, les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre et aussi de plus en plus les sujets d'adaptation au changement climatique. On travaille également sur les enjeux biodiversité et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet de la mobilité. Historiquement, on a beaucoup travaillé sur les sujets de mobilité durable, de plan de mobilité employeur. Et plus récemment, on a commencé à travailler avec l'apparition du forfait mobilité durable, sur comment mettre en place ce genre de choses au sein des entreprises, le crédit mobilité et les problématiques liées à la flotte. Et dans nos métiers, ce qu'il faut retenir, c'est 3 métiers assez classiques de conseil. Où est-ce qu'on est? Donc la partie diagnostic. Où est-ce qu'il faut aller? La partie conseil. Et comment on fait pour y aller? Le déploiement opérationnel. Et à ça, on rajoute, parce qu'on pense que c'est important de le faire, à ça, on rajoute un volet qui est souvent conduite du changement et valorisation, parce qu'il faut embarquer des parties prenantes, parce qu'il faut valoriser les engagements qu'on a pris et les sujets sur lesquels on travaille pour que ça ait un sens à la fois pour les personnels, mais aussi pour les usagers, les clients, les fournisseurs. Julien, je te passe la main pour la suite.
J'espère que ça va marcher, hein. Je rencontre quelques problèmes de connexion. Donc oui, quelques mots sur le groupe CITEC qui s'est articulé autour d'un cabinet d'études suisse spécialisé dans la planification des systèmes de transport, la gestion aussi des systèmes de transport, mais également le conseil en mobilité. Donc la maison mère a été fondée à Genève et puis depuis, il y a plusieurs succursales qui ont été développées en Suisse, en Italie, mais aussi en France, où on est présent depuis une vingtaine d'années, à Lyon, Paris, Toulouse et puis plus récemment Quimper en Bretagne. L'intérêt du groupe, c'est d'avoir en fait des différentes sociétés qui constituent le groupe, c'est d'avoir vraiment une vision transversale, de pouvoir traiter toutes les thématiques liées à la chaîne des problématiques de mobilité. Lorsque typiquement on doit traiter des questions de logistique ou de flotte de véhicules, typiquement les audits aussi énergétiques, on fait appel à notre société Interface Transport. Data Collect est spécialisé dans l'acquisition de données de mobilité, dont notamment les enquêtes de stationnement, dont je vous dirai un mot un peu plus tard. Et puis, on a aussi une société spécialisée dans l'innovation numérique qui est capable aussi de faire des calculs de temps de parcours domicile-travail précis selon les différents modes de transport et qu'on sollicite évidemment dans le cadre de plans de déplacement employeur. Je crois que je te repasse la parole, Yves, pour la synthèse. Pour faire une synthèse, en fait, vous avez face à vous deux cabinets qui cumulent un nombre d'années assez important dans ces domaines liés à la mobilité. Et en fait, l'idée, c'est, on va le voir, ce qu'on va vous présenter, c'est d'abord vous donner un peu une vision de la vision qu'on a, nous, des enjeux que vous rencontrez tous les jours dans votre métier. Et puis ensuite, essayer de vous donner deux exemples. Qu'est-ce que c'est un plan de mobilité, comment ça s'articule et qu'est-ce qu'on peut en sortir, et comment on travaille sur les questions de stationnement qui sont souvent des enjeux importants, surtout dans ces périodes de restructuration et d'opérations foncières et immobilières. Et du coup, en fait, on a l'idée de ce groupement, c'était vraiment de pouvoir répondre à peu près tous les aspects de ces problématiques de mobilité, et puis également de pouvoir être proche en termes de couverture géographique de chacun de vous, puisque vous êtes aujourd'hui tous répartis sur le territoire national. Donc voilà l'idée. Je vais laisser la main à Marty, qui va nous faire un petit tour d'horizon des enjeux mobilité du secteur hospitalier. Marty, la parole est à toi. Merci beaucoup Yves et bonjour à tous. Ravi en effet de vous retrouver depuis les quatre coins de la France et même un peu au-delà avec Julien depuis la Suisse. Et en effet, du coup, pour commencer, peut-être balayer ensemble les enjeux de mobilité en lien avec le secteur hospitalier. Ils sont nombreux et d'ailleurs, quand on a monté cet événement ensemble, on a pas mal réfléchi à l'intitulé du webinaire et on a fini, comme vous l'avez vu, par partir sur le spectre de la décarbonation, puisque c'est une de nos missions en tant que bureau de conseil, mais aussi parce que c'est là où les mesures sont les plus coercitives, et j'y viendrai en dernier point sur la slide qui est présentée actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, il y a les enjeux aujourd'hui pour les établissements de santé, ils sont assez hétérogènes et multiples. Il y a les enjeux en tant qu'employeur, j'ai envie de dire, d'attractivité, de recrutement, de fidélisation aussi des personnels. On s'en rend compte, hein, un grand nombre d'entre vous ont des difficultés de recrutement. De l'autre côté du recrutement, il y a les personnels qui placent le temps de trajet domicile-travail comme le troisième critère de sélection d'un emploi, derrière le management et les missions. Donc, vous voyez à quel point ce sujet de la mobilité il peut être prégnant dans le cadre de ces enjeux-là en tant qu'employeur. Il y a aussi pour les personnels des enjeux de qualité de vie, hein, c'est pour ça que ce temps de trajet il est important, et ce qu'on constate c'est que la mobilité elle peut avoir un impact très fort sur cette qualité de vie, et notamment
avec le lien en tant qu'employeur, c'est sur l'absentéisme. On constate que les personnes qui pratiquent les mobilités actives comme le vélo présentent en moyenne 15% d'absentéisme en moins que le personnel qui utilise d'autres modes de déplacement. Donc ça peut être des leviers intéressants et c'est en cela aussi que la mobilité est passionnante et nous passionne tous ici autour de la table parce qu'elle a des retentissements sur ces aspects-là. Il y a aussi des enjeux importants justement avec les personnels sur le sujet de la continuité d'activité, avec les horaires atypiques, étendus, une nécessité d'activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui est particulière et spécifique aux établissements de santé. Il y a aussi un enjeu autour de ça du dialogue social. Le secteur hospitalier a connu certaines crises et donc quelque part la mobilité peut aussi venir devenir un sujet un peu plus fédérateur en termes de dialogue social et donc de fédérer un peu les équipes autour d'un projet sur les sujets de mobilité. Et puis, il y a aussi la diversité. Donc, c'est-à-dire que les établissements de santé sont des employeurs, ils ont du personnel, mais ils accueillent aussi des patients, des visiteurs, des partenaires, et donc souvent dans des contextes de densification ou de déménagement ou de projets d'établissement qui vont amener à revoir les questions d'accessibilité, de signalétique, de stationnement, avec un enjeu de foncier important. Et donc, c'est là où la qualité d'accueil de tous ces différents publics va jouer et va être un élément prégnant. Et puis, le dernier bloc en bleu foncé ici, c'est les enjeux qui sont plus collectifs et donc qui sont liés à la collectivité et qui sont en lien direct avec la décarbonation. Les établissements de santé sont souvent le premier employeur, voire l'un des premiers employeurs du territoire. Et donc, ils génèrent des flux importants. Ils ont un rôle important dans les émissions de gaz à effet de serre en lien avec les déplacements, qui sont aujourd'hui le seul secteur qui continue à augmenter ces émissions. Tous les autres secteurs, on arrive à avoir des effets de diminution. Là, le secteur des transports, ça continue à représenter un peu moins d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France, principalement liées à l'usage automobile. Donc, ça génère des sujets de pollution de l'air assez directement sur les sites, des pollutions sonores aussi, à pas négliger, notamment autour des centres hospitaliers. Les riverains font peut-être remonter ce genre de sujet. Et donc, les collectivités, l'État, les collectivités mettent en place aussi des dispositifs comme les zones à faible émission. Vous avez sûrement dû déjà entendre parler, qui vont, comme je l'indiquais tout à l'heure, à des mesures plus coercitives pour réduire les impacts de la mobilité sur les grandes agglomérations. Et donc, à cet effet, je vous ai sorti une petite carte sur le niveau de déploiement des zones à faible émission au niveau national actuellement. Donc, ça a été introduit par la loi climat et résilience avec l'idée l'objectif est de réduire les émissions de polluants atmosphériques en jouant sur les motorisations des véhicules et leur année d'immatriculation. Donc, en gros, limiter l'accès dans les grandes agglomérations aux véhicules les plus polluants. Il y a eu plusieurs allers-retours sur ce dispositif. En tout cas, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est qu'il y a 2 villes, Lyon et Paris, qui ont l'obligation de respecter un calendrier assez strict et elles le font. Il y a d'autres agglomérations comme Strasbourg, Grenoble et Montpellier qui n'ont pas l'obligation mais qui appliquent le calendrier national pour d'un point de vue plutôt volontariste afin de réduire les pollutions atmosphériques. Il y a aussi des agglomérations qui apparaissent en jaune sur la carte, elles sont de 7, qui mettent en place des restrictions minimales prévues par la loi initialement. Et puis on a 31 agglomérations, c'est plus nombreuses ici, un peu plus diversifiées, qui sont censées agir sur le sujet de la zone à faible émission à partir de cette année. Et donc en respectant un calendrier minimal, c'est-à-dire que pour 2025, c'est l'exclusion des critères, des vignettes, des véhicules qui ne sont pas classés sur les vignettes critères, parce que ça se base sur les vignettes critères. Donc voilà pour cet aspect. Donc ça, c'est un enjeu important puisque les centres hospitaliers généralement sont quand même au cœur de ces grandes, en tout cas les grands centres hospitaliers sont au cœur de ces agglomérations en France et ça va forcément impacter aussi bien les collaborateurs, les prestataires qui vont venir vous alimenter, mais aussi vos patients, vos visiteurs par le simple fait de restreindre les véhicules qui peuvent circuler dans ces agglomérations. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. La mobilité en tant que telle, face à tous ces enjeux, c'est pas une baguette magique qui va venir
répondre à tous ces enjeux. Par contre, c'est important de prendre en compte tous ces facteurs, ces tenants et aboutissants, pour pouvoir faire en sorte que la mobilité vienne participer et contribuer à répondre à ces enjeux. Et c'est tout l'objet de nos accompagnements. Et puis de le faire auprès des différentes parties prenantes qu'on a évoquées ici. Ce qu'on peut retenir, en tout cas, par rapport aux principaux enjeux qu'on retient sur les centres hospitaliers qu'on a accompagnés ces derniers mois, c'est le vrai sujet qu'on a déjà évoqué de recrutement, d'accès pour les personnels hospitaliers au site. Et donc, ce sujet est prégnant dans un contexte de concurrence entre centres hospitaliers également. Et puis, avec des différences assez marquées en fonction de si on traite le personnel médical versus le personnel non médical. On y reviendra un peu après avec le retour d'expérience, je pense, du centre hospitalier de Valenciennes. Et puis, le sujet ce qu'on pourrait appeler des projets d'établissement, des plans de modernisation, de réhabilitation, voire de relocalisation des centres hospitaliers. C'est souvent les clés d'entrée par lesquelles on nous mobilise aujourd'hui. Et donc, comment on arrive à faire en sorte d'accompagner les centres hospitaliers dans ces contextes-là. Et donc, c'est vraiment ce à quoi on tente de répondre, avec l'idée de multiplier les cordes à l'arc des établissements de santé pour quelque part renforcer, si j'ose dire, la résilience et en tout cas la capacité à absorber différentes crises auxquelles les centres hospitaliers pourraient être confrontés. Je prends un exemple assez simple. Imaginons que le prix du carburant augmente de façon assez conséquente, avec des collaborateurs qui viennent principalement en véhicules motorisés aujourd'hui. Comment on arrive à multiplier la diversité de modes de déplacement pour faire en sorte qu'on puisse faire face à ces sujets. Et donc, aujourd'hui, on déploie différents types d'accompagnement. On peut faire généralement, c'est de l'accompagnement sur mesure, mais on a quand même packagé, j'ai envie de dire, 4 grandes typologies de missions. Donc, les principales missions en mobilité qu'on réalise auprès des établissements de santé en fonction des contextes. Il y a un peu le plan de mobilité employeur qui est souvent une contrainte pour l'établissement, puisque souvent dans l'obligation de réaliser ces plans de mobilité employeur et de les mettre à jour, notamment en lien avec les plans de protection de l'atmosphère des territoires sur lesquels ils sont implantés. Et le plan de mobilité employeur, c'est un peu le couteau suisse de nos missions. L'idée, c'est de faire vraiment un panorama des enjeux, des sujets de mobilité, de l'état des lieux de la mobilité pour les établissements de santé, et puis de réfléchir à des pistes d'action, élaborer un plan sur plusieurs années, parce qu'on s'inscrit dans le temps long, plutôt sur des plans de mobilité employeur, avec des actions qui peuvent être très concrètes et rapides, et d'autres qui auront des impacts sur la durée. Et donc ça, c'est vraiment l'accompagnement, j'ai envie de dire, classique, et vous le verrez, qui se déroule sur une période d'au moins 6 à 8 mois. Ensuite, on a une autre typologie d'accompagnement qui est plus spécifique et plus en lien avec les projets d'établissement lorsqu'il y a un déménagement de services ou même création d'un nouveau centre hospitalier ou même densification de certains centres. On va essayer de réfléchir à l'impact d'un déménagement ou de réfléchir à une implantation spécifique d'un nouveau service, par exemple. Et donc là, on va vraiment réfléchir et étudier, analyser l'impact du déménagement sur les temps de trajet, sur le budget mobilité et aussi sur les impacts environnementaux potentiellement si on augmente les distances réalisées notamment. Troisième typologie d'accompagnement qui va être elle aussi un peu plus précise et répondre à un enjeu plus spécifique, c'est la politique de stationnement, et c'est souvent, on l'a déjà évoqué, un des sujets sur lesquels on nous mobilise assez directement, parce que sujet de rotation des équipes, saturation du stationnement, augmentation de la densité des sites, des campus hospitaliers. Et donc là, l'idée, ça va être de travailler sur une politique de stationnement, et c'est Julien qui vous présentera cette typologie d'accompagnement. Et puis, en dernier lieu, assez en lien avec les obligations réglementaires aussi, c'est les l'audit énergétique sur les transports. Et là, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les déplacements liés à l'activité professionnelle. Et donc, on va analyser la composition des déplacements, la composition aussi des flottes de véhicules pour pouvoir répondre aux enjeux réglementaires et, voilà, au même titre que pour les déplacements dans domicile-travail, réduire l'impact aussi bien financier que carbone de ces déplacements.
Sur ces quatre prestations un peu de type, on va vous présenter plus précisément le plan de mobilité employeur, puis le sujet de la politique de stationnement. Et donc, je vais directement me lancer dans le sujet du plan de mobilité employeur. Et donc, je vais vous présenter assez rapidement le déroulement d'un tel projet, une telle démarche, avec des illustrations de livrables qui vous permettent d'avoir de la visibilité sur ce qu'on produit dans ce cadre-là. Donc, généralement, on commence bien sûr par lancer le projet et surtout cadrer la mission parce que, on l'a vu, les enjeux, les parties prenantes sont hétérogènes et multiples. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déjà valider les enjeux, les attentes et les besoins pour mobiliser les bonnes ressources, que ce soit en interne des établissements de santé, que en externe avec les parties prenantes externes. Et donc là, c'est ce que vous voyez sur l'illustration en haut de la slide, c'est les parties prenantes externes. On essaie déjà de les cartographier, j'ai envie de dire, avec les opérateurs de réseau de transport public, le réseau d'acteurs de la mobilité, l'autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire et potentiellement aussi des associations qui vont venir contribuer de par leur action localement à des offres de mobilité ou à des solutions qui peuvent être mobilisées par les employeurs. Face aux enjeux, aux attentes et aux besoins des établissements, nous, en tant que bureau vous accompagnant, on va aussi constituer une équipe projet avec des expertises nécessaires. Généralement, on essaie d'avoir des équipes projets les plus resserrées possibles, mais forcément, des fois, les enjeux sont tellement importants qu'on va devoir mobiliser certaines ressources et certaines expertises spécifiques. Puis, il y a la mobilisation en interne des établissements de santé. Et là, on va être force de proposition. Donc, généralement, nos interlocuteurs privilégiés, ça va être les responsables RSE, RSO, les chargés de mission ou de projet développement durable. Ça peut être aussi les directions hospitalières et hôtelières. Et puis, on va aller chercher d'autres acteurs au sein de l'hôpital, le service ressources humaines, puisqu'il va être impacté sur certaines mesures, le service communication, on va aussi chercher un sponsor de la direction pour que ce soit porté au niveau de la direction, et puis voilà, le service sécurité, etc. On va essayer en interne, mobiliser les acteurs qui vont être impactés par la démarche. Et puis, on s'inscrit dans un rétro-planning qu'on définit pour savoir justement à quel moment chaque ressource, aussi bien partie prenante externe, partie prenante interne ou ressources humaines de notre bureau d'études vont être mobilisées au cours de la mission. Et donc, on définit un rétro-planning de projet tel que je vous présente assez succinctement actuellement. Et donc, une fois qu'on a bien identifié les parties prenantes, nos objectifs, l'idée, c'est de pouvoir lancer les analyses. Et au début du diagnostic, on réalise plutôt les analyses que moi je qualifie généralement de froides, c'est-à-dire on va chercher à étudier l'accessibilité du site, donc essayer d'objectiver comment peut-on accéder au site selon les différents modes de déplacement, que ce soit en voiture, à pied, à vélo, en transport en commun. Et donc, généralement, ça se traduit par une visite de site qui fait l'objet d'un reportage photo qualitatif que vous voyez en bas à gauche de la slide, où on va qualifier les éléments qui sont plutôt positifs et les éléments qui seraient plutôt améliorés. Généralement, dans les éléments améliorés, il y a la signalétique qui peut pêcher ou encore du stationnement sauvage qui est généralement assez fortement constaté. Cet état des lieux, généralement, vous le connaissez déjà en tant que partie prenante interne de l'établissement. Et donc, c'est plus pour nous approprier votre contexte précis et de bien l'avoir en tête. On le traduit souvent, et là, ça a une plus-value pour les établissements par un plan d'accès. C'est ce que vous voyez au milieu, en illustration en bas de ma slide. Et là, c'est l'exemple du centre hospitalier de Valenciennes. Donc, Madame Champion se reconnaît ici, où on va cartographier avec un plan, justement, le bouquet, l'offre de mobilité autour du site. Ce qui permet de pouvoir le réutiliser ensuite dans des communications potentiellement et avec l'équipe projet. Ça nous permet d'identifier quels sont les axes d'amélioration déjà, ça nous donne déjà des pistes sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en matière d'automobile, vélo ou transport en commun, c'est vraiment les trois grandes thématiques qu'on va analyser. Et donc, on a déjà des premières pistes à la lumière de l'accessibilité des sites. Ensuite, on va géolocaliser généralement les collaborateurs, le personnel, que ce soit le personnel médical, le personnel non médical,
sur les cartes, sur des analyses cartographiques, afin d'identifier ce qu'on appelle les potentiels de captation de chaque mode de déplacement, savoir combien de collaborateurs pourraient venir à vélo ou à pied en moins de 15 minutes, 15-20 minutes par exemple, combien ont une solution en transport en commun, etc. Ce qui permet déjà de définir quelque part, encore une fois, de façon assez froide et arithmétique, le potentiel de chaque mode de déplacement. On peut aussi réaliser ce type d'analyse avec l'origine des patients. C'est l'illustration en haut à droite que vous avez, où là, on a essayé de croiser la desserte ferroviaire, donc sur l'accessibilité en train, versus l'origine des patients, les communes d'origine des patients, pour voir s'il y a des potentiels d'amélioration à faire. On peut le faire également sur le réseau de bus, au même titre que ce qu'on fait au niveau du réseau ferroviaire. Et donc ça permet aussi, parfois, quand il y a des enjeux ici d'accès pour les patients, de mettre en exergue. Là, c'est sur le centre hospitalier de Lens. Donc moi, je suis dans le Nord, donc j'accompagne beaucoup de centres hospitaliers dans le Nord, vous le constaterez. Ensuite, on va venir réchauffer ces analyses du premier volet du diagnostic qui sont assez froides. On va venir les réchauffer avec l'enquête mobilité auprès du personnel pour vraiment, ici, retenir leurs pratiques réelles de déplacement et leurs aspirations en matière de déplacement. Et ça devient ici souvent très riche. D'ailleurs, vous voyez dans les illustrations, ici, il y a beaucoup de graphiques et beaucoup de textes, mais c'est vraiment là où on obtient la matière la plus intéressante et la plus enrichissante pour l'équipe projet au complet. D'abord, ça nous permet d'avoir une visibilité sur avec quel mode de déplacement chaque individu, chaque personnel se déplace. Et donc, ça permet de définir des parts modales et d'envisager des évolutions de parts modales. Pour envisager les évolutions de parts modales, on va questionner la satisfaction des usagers. Donc, quels sont leurs motifs de satisfaction? Est-ce qu'il y a des différences notables selon les modes de déplacement utilisés en matière de satisfaction? Et généralement, il y en a. Les modes de déplacement, mode actif, généralement comme le vélo et la marche, génèrent une satisfaction plus importante. Les motifs d'insatisfaction, et là, ça devient très, très important. Parce que c'est là où on va aussi identifier d'autres pistes qui seront remontées directement de la part des collaborateurs, et puis directement des actions plébiscitées par les répondants à l'enquête, où là, on va potentiellement tester des pistes, on peut leur proposer dans les questions, dans les modalités de réponse, des pistes qu'on a envisagées. Là, ils peuvent aussi étayer ces pistes-là. Et puis, on va aussi potentiellement questionner des dispositifs déjà en place. Est-ce qu'ils sont connus, leur niveau de notoriété et leur niveau d'usage, de recours. Et donc ça, c'est intéressant aussi pour voir s'il y a des nécessités de communiquer de façon plus importante sur tel ou tel sujet. Et donc, tous ces éléments en matière de satisfaction, d'insatisfaction et d'action plébiscitée nous permettent de définir des objectifs, des évolutions en matière de mode de déplacement, vers quel mode de déplacement les collaborateurs se projettent, qu'on va croiser avec le contexte. Et donc, ça nous permet de définir des potentiels aussi de réduction d'émissions des gaz à effet de serre en fonction de l'évolution des modes de déplacement, où bien sûr à chaque fois, systématiquement, on va chercher à réduire l'usage automobile, thermique, seul dans sa voiture. En termes une fois qu'on a nos pistes et on a nos évolutions potentielles, ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va venir encore plus réchauffer ces éléments en animant des ateliers de concertation. Comme ça, on peut échanger en direct, parce que l'enquête, c'est asynchrone, on ne peut pas échanger directement avec les collaborateurs. Donc, on va confronter nos analyses, nos pistes lors d'ateliers de concertation. On va présenter les résultats, on va générer une idéation, on va approfondir et on va, ce qu'on appelle, générer un vote. Et donc, pour pouvoir prioriser les actions selon les aspirations des collaborateurs. Ce qui nous permet ensuite, comme vous voyez sur la partie droite de ma slide, de générer ce qu'on appelle un plan d'action construit, où on va reprendre toutes les analyses qu'on a réalisées, les raisons d'être de chaque action, et de permettre aussi de créer des catégories d'actions qu'on va mener dans le cadre du plan de mobilité employeur. Donc, ça peut être des actions en matière d'équipement, en matière de services, en matière de gouvernance, en matière de sécurité, etc. Et puis, on va les inscrire dans des outils opérationnels de pilotage, comme un rétroplanning ou encore des organigrammes permettant de donner le pli à l'étrier de l'équipe projet pour pouvoir mettre en œuvre le plan d'action. Et le dernier point, c'est le déploiement, où là, on peut
une fois qu'on a réalisé le plan d'action, c'est comment on arrive à le mettre en œuvre. Et donc là, généralement, on va pouvoir agir sur des animations. Ça peut être la tenue de stand. Vous avez quelques illustrations photographiques sur la partie basse à droite de la slide. Ça peut être aussi l'animation de fresques de la mobilité ou d'autres de projections débat, par exemple, auprès des collaborateurs pour les sensibiliser. Ça peut être aussi de la création d'affichage pour notamment promouvoir le covoiturage ici, avec notamment un ton assez décalé sur les 2 exemples qu'on vous présente ici, ou encore animer d'autres ateliers plus spécifiques et thématiques, voire des ateliers sur le terrain pour aller plus en profondeur dans les actions à mener. Pour terminer, ces projets, le plan de mobilité employeur, comme je dis, c'est un peu le couteau suisse et ça prend généralement de l'accompagnement et ça prend généralement au moins 6 à 8 mois. Les centres hospitaliers étant généralement de grosses structures, 6 à 8 mois, c'est quand on arrive à activer en interne, en externe, tous les acteurs, c'est un planning optimum ici. Je passe sur cette représentation de la méthodologie du plan de mobilité employeur qui reprend ce que j'ai décrit, que vous aurez à disposition si besoin. Et donc, notamment, pour inciter sur l'aspect de démarche continue de communication et de sensibilisation, vous voyez la frise générale qui est en bas de cette slide qui est importante. C'est vrai que la communication, elle commence dès le début de la mission et elle se poursuit tout au long de la mise en œuvre du plan de mobilité. J'ai déjà pas mal parlé, donc je vais laisser la main à Julien pour vous présenter le sujet de la politique de stationnement plus spécifiquement cette fois. Merci Marty, volontiers. À mon tour donc de mettre un peu un coup de projecteur sur une autre de nos missions phares, hein, la définition ou redéfinition d'une politique de stationnement. Alors c'est une mission qui peut être faite de manière indépendante, hein, pour elle-même, mais qui est aussi très souvent finalement menée en complémentarité avec le plan de mobilité employeur que Marty vient de nous décrire, que ce soit en parallèle ou en amont d'une démarche de plan de mobilité employeur. Marty a d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises le thème ou le mot stationnement. Hein, les établissements de santé font assez régulièrement face à des problématiques de stationnement sur leur site, à de la pression sur le stationnement et sont amenés à traiter justement ces questions de stationnement, à solutionner ces questions de stationnement. À mon tour de dérouler finalement un peu la méthodologie ou les différentes étapes d'une mission de définition de politique de stationnement. On commence évidemment par un cadrage, lancement du projet. Là, ce qui est, je pense, particulièrement important, hein, parce que les équipes, disons, les équipes de travail sont plus ou moins les mêmes que celles que Marty a décrites tout à l'heure, mais ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre, identifier la problématique à laquelle fait face l'établissement de santé. Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui une saturation de certaines poches de stationnement, certains parkings qui peuvent aussi générer des problématiques d'accessibilité pour les véhicules d'urgence, qui peuvent générer des problématiques de parquage et d'accessibilité pour la patientèle, ou alors qui peuvent générer du mécontentement aussi auprès des personnels. Donc, est-ce que c'est déjà le cas, c'est déjà avéré, puis il faut solutionner un problème qui existe déjà, ou est-ce que c'est plutôt une anticipation d'un problème qui pourrait survenir à l'avenir en lien avec le développement prévisible d'un site, la densification d'un site qui se fait de plus en plus aussi sur les espaces de stationnement à ciel ouvert. Donc, on a régulièrement des sites finalement qui voient leur couverture en stationnement diminuer ou qui s'attendent à voir leur couverture en stationnement diminuer à l'avenir. Une fois qu'on a un peu bien identifié le problème et puis les objectifs de la mission, on commence au niveau de l'état des lieux à bien identifier l'offre en stationnement qui est à disposition aujourd'hui sur le site. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas forcément. Les établissements de santé, les centres hospitaliers, c'est des gros mastodontes pour certains, avec souvent plusieurs poches de stationnement réparties à différents endroits, en surface, peut-être en ouvrage parfois aussi, des poches de stationnement avec des règles d'accès ou d'utilisation qui sont différentes, peut-être même parfois des propriétés, hein, des régimes fonciers qui peuvent être aussi différents. Donc là, c'est vraiment important d'avoir une vision exhaustive de l'offre à disposition en termes numériques évidemment, mais aussi de type de gestion, type de contrôle d'accès. Est-ce que c'est des parcs qui sont
bien gérable, contrôlable à l'entrée par des entrées uniques, par peut-être déjà d'un système de barrières, ou est-ce que c'est du stationnement un peu plus ouvert, accessible à tous? Donc là, c'est la première de nos étapes. Ça passe aussi par des relevés de terrain, comme Marty l'évoquait tout à l'heure, sur place, du travail sur plan pour vraiment avoir la vision d'ensemble de la situation au niveau de l'offre en stationnement. Une fois que c'est fait, on va s'attacher à identifier, analyser la demande en stationnement qui est liée à l'offre qu'on a relevée. De quelle manière finalement l'offre en stationnement est consommée et utilisée par les différents usagers du site, les personnels, la patientèle, les visiteurs, les fournisseurs aussi. Donc il y a toute une série, une typologie d'usagers assez différentes qui sont susceptibles de venir finalement utiliser, consommer une partie de l'offre en stationnement d'un site. Donc, on va, dans cette étape-là, réaliser des enquêtes de stationnement, les enquêtes de stationnement que je mentionnais aussi tout à l'heure. C'est à la fois des enquêtes évidemment d'occupation, où on vient s'intéresser à l'évolution de l'occupation des différents parkings. Ça, c'est important, c'est intéressant parce que ça peut permettre de montrer que si sur certaines poches de stationnement, il peut y avoir peut-être ponctuellement de la saturation, il y a peut-être exactement dans la même temporalité, en même temps, ailleurs sur le site, certaines poches de stationnement qui ont des réserves de capacité sur ces mêmes plages horaires. Donc ça, c'est les premières enquêtes, c'est les enquêtes d'occupation sur l'ensemble de l'offre en stationnement à disposition. Puis après, on aime bien, sur certains échantillons de place, sur certaines zones un peu plus précises, peut-être plus sensibles aussi, faire des enquêtes qu'on appelle de rotation, un peu plus fouillées, où là, on vient relever finalement les numéros de plaques demi-heure par demi-heure, et puis ça nous permet de mesurer la temporalité, en fait, le temps moyen de stationnement des différents véhicules sur les poches enquêtées. Et ça nous permet d'identifier tout de suite des éventuels véhicules ventouses, des véhicules qui seraient plutôt du stationnement des collaborateurs, du personnel, ou alors plutôt des courtes ou moyennes durées liées à la patientèle ou aux visiteurs. Donc, on arrive à catégoriser les différents types d'usagers et à vérifier que les usagers correspondent bien en fait à ceux qu'on imaginait dans les différentes poches de stationnement, s'il y a des poches de stationnement plutôt à destination de certains types d'usagers, ou s'il y a justement un usage, une utilisation peut-être non désirée de certaines poches de stationnement. On travaille aussi beaucoup sur les présences simultanées. On sait que dans les établissements de santé, il y a peut-être au maximum 50 à 60% des personnels, parfois même moins, qui sont présents simultanément, rarement plus. Donc, c'est sûr, finalement, ces pics de présence simultanée des personnels, mais aussi bien sûr de la patientèle et des visiteurs, que l'on va travailler pour identifier les pics de présence simultanée de véhicules, de voitures dans les parkings à l'heure actuelle, et puis aussi dans les projections futures avec une offre peut-être qui va se réduire, mais en parallèle, on l'espère, via notamment des démarches de type plan de mobilité employeur, une répartition modale des comportements de mobilité qui vont aussi évoluer, et donc un report sur la voiture qui devrait se réduire. Dans cette partie aussi, fin de diagnostic ou d'état des lieux, on aime bien amener des benchmarks, des comparaisons, montrer finalement où l'établissement de santé se situe par rapport à d'autres établissements de santé similaires ou de taille similaire, de contexte similaire ou dans la région, pour voir finalement si la couverture en stationnement est plutôt généreuse ou plutôt dans la moyenne, voire même, ou alors limitée justement. Sur la base du diagnostic d'état des lieux, on est à même de dresser un plan d'action qui est ciblé, qui est finalement sur mesure, en fait, qui permet de solutionner les problématiques qui ont été identifiées, puis qui anticipe aussi les évolutions, les différents horizons, différentes étapes de développement peut-être futur du site, avec une fluctuation de l'offre en stationnement. Qui dit développement de site, il y a bien sûr après, je l'ai évoqué,
une offre en stationnement qui va évoluer, mais il y a aussi les phases chantier. Hein, ces établissements de santé, ces établissements de santé sont des gros sites avec plusieurs bâtiments. Il y a régulièrement aussi des travaux sur ces bâtiments, et qui dit travaux dit aussi très souvent emprise sur l'offre en stationnement par les emprises de chantier, et puis momentanément des périodes où une partie de l'offre en stationnement est réduite. Donc c'est important d'avoir vraiment ces différentes étapes en tête, et puis d'avoir des réponses ciblées horizon par horizon ou étape par étape pour anticiper et éviter, minimiser au maximum les problèmes de report de stationnement et les problématiques d'accessibilité au sens large. Ensuite, dans le plan d'action, on va évidemment réfléchir à soit réserver des espaces à disposition de certains types d'usagers, ou au contraire peut-être privilégier une mixité pour mutualiser et puis optimiser au maximum l'usage des parkings. Donc il y a toujours un petit peu une réflexion à savoir où on positionne le curseur entre ces deux approches. Et puis, on va faire des simulations, des recommandations en termes de critères peut-être d'attribution de certaines places de parc, ou alors de tarification du stationnement, si une tarification est mise en place pour les visiteurs, voire pour les personnels. Et puis le tout est bien sûr synthétisé dans un document pédagogique, un rapport d'études richement illustré avec l'ensemble des analyses qui ont été faites, qui ont permis d'objectiver la situation, et l'ensemble des propositions de mesures qui sont formulées pour solutionner les problèmes qui ont été identifiés. C'est une mission qui est peut-être un peu plus ramassée dans le temps. En 2-3 mois d'études, elle peut être faite quand c'est une mission qui est réalisée pour elle-même, hein, peut-être en amont d'une démarche plan de mobilité. Lorsqu'elle est faite dans le cadre d'un plan de mobilité, c'est peut-être un peu plus étalé dans le temps, surtout pour les phases plan d'action et puis synthèse restitution. Donc ça, c'est modulable, et ça, c'est en fonction un petit peu finalement de la demande et de la mission complète qui nous serait commandée. Voilà pour ma part. Oui, je te repasse la parole, Yves, volontiers. Ouais. Juste un point pour la coordination de ces deux profils de projet. Il y a aussi un point qui est intéressant dans la partie enquête sur les pratiques. Vous avez vu que c'est un sujet qu'on va traiter dans le cadre des plans de mobilité. C'est aussi un sujet qu'on traite dans les projets d'optimisation de stationnement. Et donc potentiellement, si on fait les deux en même temps, il y a la possibilité de mutualiser une partie de l'enquête en posant des questions spécifiques sur le stationnement dans l'enquête mobilité. Julie, pardon, je vous laisse poursuivre et prendre la main sur la suite, et on a 2 ou 3 questions qu'on prendra en toute fin de session. Oui, bonjour à tous. Donc, un rapide retour d'expérience. Donc, on avait déjà eu un plan de mobilité bien cadré qui avait été envoyé en sous-préf en 2016. Depuis 2016, des actions ont été menées. On a mené des actions sur l'encadrement des parkings, en rendant quelques voiries sur le site privé et juste accessibles pour nos services techniques. On a eu la chance que le CIMOVE, donc l'autorité organisatrice de la mobilité, mette en place un service de navette gratuite. Et le réseau de transport en commun a aussi évolué. Nous, on avait mis en place quelques box à vélo, et il y avait des petits abris sur les parkings existants. Ont été mis en place plutôt 2 aides financières, une aide à l'achat de vélo, donc de 150 € renouvelable tous les 5 ans. 150 € c'est pour un vélo neuf et 100 € pour un vélo d'occasion. Et on a mis en place aussi le forfait mobilité durable. Pendant plusieurs années, on a permis aux professionnels de tester des vélos à assistance électrique, et on avait une communauté CHV sur Passe-Passe Covoiturage, qui est une application régionale qui est assez peu utilisée.
Ça, c'est des sujets sur lesquels on a parlé tout à l'heure. Donc, on a des réglementations nationales, la loi LOM, réglementation locale, le plan de protection de l'atmosphère qui obligeait les employeurs de plus de 500 salariés à avoir un plan de mobilité. Et enfin, Valenciennes est zone faible émission depuis le 1er janvier, avec néanmoins peu de contraintes à l'entrée en ville. Par ailleurs, notre contexte local, donc le CIMOVE, donc notre autorité organisatrice de la mobilité, est en train de mettre à jour son plan de mobilité territoriale avec des objectifs de report modaux à 2034 et donc il y a eu un nouveau délégataire pour les transports en commun. Les agglos ont toutes les deux, donc on est sur Valenciennes Métropole, mais on est vraiment pas loin de la porte du Hainaut et du coup on a 2 plans de vélo qui nous desservent. Il y a des gros travaux qui sont entrepris sur l'entrée nord de Valenciennes, et la ville de Valenciennes, à son échelle, est en train d'élaborer un plan de circulation cyclable. Et en fait, nous, en tant que plus gros employeurs du territoire, on est associés à ces dynamiques et donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a un plan de mobilité. C'est aussi parce que, comme on participe, on est invité à participer à ces dynamiques, du coup, d'avoir des données objectives, ça nous permet de faire un peu de plaidoyer et de militer en notre faveur. Et donc, vraiment, pour l'hôpital, on a un schéma directeur immobilier. Et le choix a été fait de densifier l'activité sur site et notamment sur un parking. Et on a le projet d'établissement qui s'appelle Interaction et dont la colonne vertébrale, c'est la RSE. Et donc, il y a 2 actions qui contribuent au plan de mobilité. On avait inscrit de le mettre à jour et aussi, on a comme objectif de réduire les irritants au fait de venir travailler et le parking en fait partie. Comme je le disais, on a aussi l'ambition de faire bouger l'échelon local pour bénéficier à nos salariés. Donc, ce que je vous disais, les schémas cyclables, etc. Et donc, le schéma directeur. Bon, du coup, ça, je refais pas tout à l'heure, mais on a échelonné la dynamique entre février et septembre-octobre. Et donc, c'est passé aux instances, on a pu le passer aux instances CSE, etc. en décembre. Donc, les apports de la prestation, moi, je suis généraliste de la RSE et du coup, je maîtrise pas les outils de cartographie et tout ça. Donc, c'est vrai que les cartographies, elles permettent d'avoir des informations très objectives. Voilà. On voit très bien que notre personnel médical qui a des petits points rouges sont essentiellement en région lilloise, donc à 35 minutes en voiture de l'hôpital. Ça nous donne le potentiel de captation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 41% de nos professionnels qui vivent à moins de 30 minutes à vélo. Et puis, c'est encourageant parce que dans l'enquête, on a on voit qu'il y a beaucoup de gens de professionnels qui sont prêts à changer leurs habitudes et que, il faut qu'on leur facilite la vie. Et donc, on a défini de l'ensemble de l'état des lieux, l'enquête, etc. On a défini 3 priorités. Donc, capitaliser sur la dynamique vélo parce qu'en fait, en regardant les chiffres, on se rend compte que déjà 25% des vélotaffeurs du territoire, c'est des salariés du centre hospitalier. Donc, en fait, ça nous donne aussi un poids quand on va en réunion et qu'on dit, il y a déjà 25% des gens qui font du vélo pour aller travailler qui sont des salariés du centre hospitalier. Ça fait un peu, ça pèse un petit peu plus que juste... les acteurs savent que moi et mon directeur, on y va à vélo et donc ils peuvent avoir tendance à penser qu'on milite pour notre cause personnelle, mais c'est pas le cas. Donc
l'autre enjeu, c'est d'accompagner l'intermodalité parce qu'on est un hôpital en ville, on n'est pas loin de la gare, mais on n'est pas non plus tout proche. Il y a quand même 25 minutes à pied. Et donc, voilà, on a une ligne Valenciennes-Lille. Donc, beaucoup de nos professionnels médicaux viennent de Lille. Et donc, voilà, c'est comment on fait pour leur faciliter la vie et leur éviter d'avoir une correspondance trop longue en gare. Et la troisième priorité, on voit aussi sur la carte que y a des gens, ils pourront pas prendre le bus, les transports en commun, ils pourront pas venir à vélo. Donc comment on optimise le volet voiture, et donc il y a un gros enjeu sur le covoiturage et la mobilité décarbonée. Le groupe de travail, ça a été aussi l'occasion. On a été accompagné par Ecodev et du coup, ça nous a permis. Moi, je sentais qu'il y avait des sujets qu'il fallait traiter, mais qui n'étaient pas très politiquement corrects, on va dire. Quand on sait qu'il y a 41% des personnes qui habitent à moins de 30 minutes à vélo, on peut aussi se poser la question de est-ce qu'on peut laisser tout le monde accéder au parking, etc. Et donc, d'être accompagné, ça nous a permis de reformuler un peu les problématiques pour en faire un horizon à atteindre qui donne envie. Et donc, on a réfléchi à est-ce que ce qu'on veut, c'est juste des parkings, ou est-ce que ce qu'on veut, c'est aussi des espaces qui peuvent être modulables, et donc ça peut servir de parking l'hiver parce qu'il y a des gens qui ont peur de fondre sous la pluie à vélo, et du coup et de se dire l'été, est-ce que les parkings doivent rester des parkings ou être autre chose. Et quand on a rédigé le cahier des charges pour le plan de mobilité, la volonté, c'était pas d'avoir... en 2016, quand je suis arrivée et que j'ai pris le plan de mobilité, je me suis dit 115 pages, c'est un peu beaucoup. Et donc, j'avais besoin d'avoir des fiches actions qui sont des outils de travail et dans lesquels on va piocher dès qu'on a besoin. Et donc là, je pense que c'est le cas du document. On a la carte du potentiel de covoiturage qu'on ressort à toutes les sauces, les ambitions, les ambitions sur le nombre de places de parking. Alors, c'est pas facile à faire passer comme message, mais néanmoins, ça donne des données objectives pour dire on a un schéma directeur immobilier, on est dans une dynamique territoriale de développement du vélo, etc. Et donc, faut peut-être pas penser à remplacer toutes les places de parking qu'on supprime. Et puis, ça nous donne aussi un outil pour... on a regardé si on pouvait avoir des exonérations de notre versement mobilité, parce qu'on représente autant dans le financement des transports en commun que la billettique. Et donc, on peut aussi... on a la possibilité d'avoir une exonération si jamais les transports en commun ne répondent pas à notre besoin et qu'on veut mettre en place des services propres pour nos agents. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager. Bien, merci beaucoup Julie pour ce partage. On a quelques questions, donc on a un peu répondu aux questions dans le chat, mais je vais quand même les reprendre. Donc on avait une question sur de quoi a-t-on besoin pour cartographier les lieux de résidence des agents. Donc je vais répondre en direct là-dessus. Donc c'est effectivement, on a besoin d'adresses anonymisées. En fait, on parle de pseudonymisées. Vous avez sans doute au sein des établissements un référent RGPD. Donc on peut discuter avec lui pour lui expliquer les procédures, les conditions de stockage, des données, l'effacement, etc. Et montrer que on travaille en conformité avec la réglementation RGPD. Il y avait une question, Marty, je vais peut-être... Je peux peut-être ajouter un petit truc, Yves, sur cet aspect-là. On l'a vu là, Madame Champion a illustré la carte où on savait
sur la géolocalisation, si c'est du personnel médical ou non médical. Et c'est vrai que tout en restant sur sur quelque chose de pseudonymisé ou d'anonyme, on peut aussi avoir des détails tels que cela, donc la catégorie, on va dire, socio-professionnelle, ou encore est-ce que le collaborateur bénéficie du remboursement des abonnements de transport en commun ou encore du FMD. Et ça, on l'a cartographié aussi, et c'est assez riche d'enseignements, savoir où sont situés ces gens qui bénéficient de tel ou tel dispositif, voire du cumul. C'était assez riche d'enseignements aussi. Donc c'est vrai que plus on a de détails sur ces aspects, plus c'est intéressant pour nous ici, tout en restant dans une logique où on ne peut pas retracer qui est qui. Si on avait du coup une question qu'on va garder pour toi aussi sur l'outil qu'on utilise pour les enquêtes. Oui. Donc en effet, merci Madame Champion, c'est SurveyMonkey qu'on utilise. Ça c'est notre outil de base. Après on peut aussi s'adapter à des outils internes. Forcément on prévoit un peu de temps pour pouvoir reporter notre trame d'enquête sur l'outil interne ou un outil différent, mais c'est SurveyMonkey qu'on utilise de façon standard parce que c'est un outil performant de notre côté. C'est une application en ligne. Puisqu'on est toujours dans les enquêtes, le taux de participation quand ça se passe bien et quand ça se passe. Oui, alors c'est le cas du centre hospitalier Valenciennes est intéressant. En effet, Madame Champion l'a indiqué, donc on était à peu près à 10% de taux de retour sur l'enquête mobilité qu'on a réalisée en 2024, il me semble. Sachant que précédemment, l'enquête précédente a été plus autour de 20% de réponses, donc on a quand même moins de répondants en 2024. Et en fait, la vérité est un peu entre, à partir du moment où on dépasse 10%, comme on est sur des gros volumes de collaborateurs, on peut quand même se baser sur les données parce qu'on a un foisonnement et une représentativité nécessaire. Et généralement, on ne dépasse pas beaucoup plus qu'un quart de répondants, donc jusqu'à 25%. Quand on est à 25%, on est vraiment très content du taux de retour. Ce qui est important dans ces sujets-là, c'est de bien impliquer le management, donc notamment les chefs de service, etc., pour relayer l'information, parce que vous avez des personnels qui sont surchargés, et donc même si l'enquête elle dure 5 minutes, ça fait toujours 5 minutes pendant laquelle on peut faire autre chose. Et donc il faut vraiment insister là-dessus et relayer et sensibiliser les équipes de management. Ouais. Et un titre d'exemple, récemment, pour un centre hospitalier du Nord, toujours, on a joint à la fiche de paie, parce qu'ils envoient encore par courrier, un flyer de l'équivalent de la fiche qu'on diffuse pour l'enquête, ce qui a permis que chacun reçoive chez lui avec un QR code permettant d'accéder directement, puisque tout le monde n'a pas non plus une adresse corporate, j'ai envie de dire, sur laquelle ils se connectent de façon régulière. Donc c'est aussi une façon de toucher assez large les collaborateurs. On avait également une question sur la possibilité d'utiliser le télétravail comme axe de réduction des déplacements. Alors c'est vrai que pour les centres hospitaliers, ça va être assez limité. Enfin, le potentiel du télétravail va être plus limité que dans une organisation assez classique, du fait de la continuité d'activité, le besoin d'être sur place pour soigner principalement. Mais c'est vrai que ça reste un levier quand même non négligeable pour les personnes administratives qui représentent quand même un volume non négligeable de collaborateurs en termes numéraires. Donc je pense que c'est en effet ça reste un levier, oui, pour répondre à votre question, c'est un levier important. Je pense que le levier le plus important, il est aussi sur la notion de visioconférence aussi. Dans le secteur public, de façon générale, le recours au présentiel et aux réunions en présentiel est quand même encore assez répandu, même si le temps à se réduire. Et c'est un levier, généralement, pour les déplacements liés à l'activité professionnelle qui est assez important encore, pour les centres hospitaliers notamment. Notamment quand il y a plusieurs implantations. Marty, j'ose faire une mini précision là-dessus sur le télétravail. Je pense qu'il est important aussi, c'est l'harmonisation, la répartition harmonieuse des jours télétravaillés dans la semaine pour éviter en fait de solutionner, enfin d'améliorer la situation les mercredis ou les vendredis et puis pas les autres jours. Donc ça, c'est, je pense, l'étape supplémentaire aujourd'hui pour les établissements, c'est de veiller à cette répartition des jours télétravaillés de manière harmonieuse dans la semaine. Et puis tout à l'heure, je mentionnais le fait d'avoir plusieurs cordes à notre arc pour faire face à des crises potentielles. Et ce qu'on constate aussi, c'est que des établissements qui s'étaient déjà engagés dans une politique télétravail avant la crise sanitaire liée au Covid ont pu quand même avoir des outils, des dispositifs déjà en place qui a allégé en partie la gestion, au moins pour le personnel administratif, du passage en télétravail de certaines catégories de professionnels, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu cette idée-là d'anticiper, d'avoir des choses des cartes à dégainer quand il y a des éléments perturbants plus ou moins importants.
Oui, et la dernière raison, enfin, nous, la raison pour laquelle ça fait pas partie des priorités, c'est parce que c'est déjà en place, c'est déjà permis, il y a déjà, enfin, les outils qui sont en place. Donc, en fait, ça n'a pas, enfin, c'est pas là-dessus qu'on doit mettre notre énergie pendant notre plan de mobilité, parce que c'est déjà en place et ça sera un retour en arrière que de l'enlever. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 10 heures. Je voudrais juste rajouter une remarque qui m'est venue à l'esprit, Julie, quand vous avez parlé de l'évolution du réseau de transport en commun. L'intérêt aussi du plan de mobilité, c'est d'avoir des données numériques factuelles sur ces sujets de mobilité pour pouvoir parler avec une AOM. Donc une autorité organisatrice de la mobilité, donc la métropole en général ou la communauté de la collectivité qui gère les transports. On pense toujours qu'elle a des tas de données sur les flux, etc., qui connaissent ça très très bien. C'est à peu près vrai à l'échelle du territoire. C'est pas du tout vrai à l'échelle d'un site. Et donc, ils sont très très friands de ce genre d'informations parce que ils ne les ont pas, en fait. Ils connaissent pas vos horaires, ils connaissent pas la fréquentation, ils connaissent pas tous ces sujets-là. Vous n'êtes pas capable, enfin, ils ne sont pas capables d'anticiper sur ces sujets parce qu'ils n'ont pas l'information. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces données pour pouvoir aller négocier avec eux, discuter avec eux et leur dire mais, les horaires, c'est pas les bons, l'amplitude horaire, la fréquence sur certains horaires, c'est pas la bonne. Et c'est des choses qui sont intéressantes parce que quand ils peuvent les prendre en compte, ils les prendront. Ça légitime et crédibilise en tout cas effectivement ces revendications. Très bien, il est 10h02. Il me reste à vous remercier toutes et tous de votre participation. Le replay sera disponible sur le site et vous recevrez une copie des slides pour tous les participants. Et le support sera également téléchargeable sur le site web Ecodev. Merci Julien, merci Marty et merci beaucoup Julie pour votre participation et votre retour. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir, bonne journée.